Lors de mon dernier débat en date avec une féministe, le sentiment qui m'a envahi après coup presque immédiatement a été celui de l'inutilité presque absolue de l'exercice que je venais d'accomplir, du débat avec une féministe. Et c'est quelque chose dont je voulais vous parler depuis pas mal de temps. J'en avais déjà parlé dans le live que j'avais fait pendant le confinement. Je voulais vous parler des raisons pour lesquelles je pense arrêter débattre avec les féministes d'une manière générale, surtout à cause de leur méconnaissance absolue de l'histoire qui fait que débattant avec elles, je ne passe pas mon temps à débattre d'idées, à parler de choses intéressantes, mais à devoir simplement leur donner des cours d'histoire, ce qui se révèle extrêmement ennuyant dans le cadre d'un débat. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, petit moment de réclame d'abord, comme d'habitude maintenant dans toutes mes vidéos, abonnez-vous bien à cette chaîne parce que plus on est nombreux, plus on peut peser face au politiquement correct. Et continuez bien sûr de lire mon livre Nietzsche l'actuel, parce que je sais que beaucoup d'entre vous le lisent en ce moment. Alors, certains d'entre vous peut-être me connaissent suite au débat que j'ai pu avoir avec Fiona Schmidt, la féministe, débat que j'ai eu sur RT. Peut-être que certains d'entre vous, même que beaucoup d'entre vous, m'ont connu et sont arrivés sur cette chaîne à cause de ce débat dans lequel je n'avais pas été d'ailleurs particulièrement bon pour vous dire toute la vérité, mais simplement l'autre était tellement nul que ça a été effectivement une PLS absolue. Et il y a quelques mois, j'acceptais de faire un autre débat avec une féministe sur une petite chaîne YouTube, mais une féministe apparemment assez connue, une youtubeuse, instagrammeuse en body positive ou quelque chose comme ça, qui a beaucoup de followers, et en plus on m'avait dit qu'elle avait fait Sciences Po, ce qui n'était pas forcément une garantie de son intelligence, n'est-ce pas, mais au moins une garantie qu'elle pourrait émettre des arguments rationnels, ce qui n'avait pas été le cas avec Fiona Schmidt. Et donc c'est pour ça que j'acceptais assez naïvement le débat. J'acceptais parce que elle était plutôt jolie et qu'en plus je me disais que, ayant beaucoup de followers et de followers, spécialement parmi un public de jeunes filles, peut-être que ça m'aurait permis, débattant avec elle, de toucher ce public qui n'est pas mon public premier comme vous pouvez l'imaginer, et donc d'infuser quelques arguments dans leur cervelle en construction, afin de ne pas être totalement corrompu par les médias mainstream et par l'idéologie dominante. Voilà pourquoi j'acceptais. Alors j'y allais plutôt les mains dans les poches, il se trouve que effectivement dès le début elle me sortit tous les mantras du post-féminisme actuel, mais pas du post-féminisme actuel, vous savez, ultra militant, extrémiste comme on peut le connaître, des socio-justice warriors ou des féministes aux cheveux bleus très militants, très agressifs, pas du tout. Un féminisme plutôt humaniste, mais assez, si vous voulez, un féminisme dans sa version netflixienne, dans sa version grand public, dans un féminisme en fait qui est infusé et innervé de partout dans la société, celui que nos sœurs, nos copines, nos amis entendent en permanence dans les médias et un peu de partout. Ce qui finalement fait qu'il est encore peut-être pire que le féministe extrémisme qui reste relégué à quelques cercles très faibles et très peu nombreux à Paris. Même si ce n'était pas une féministe extrémiste, ce débat s'est révélé absolument insupportable. Alors même d'ailleurs que nous étions plutôt d'accord sur les conséquences naturelles et légitimes d'une évolution des droits des femmes et de la situation de la femme actuelle dans notre société occidentale, moderne et évoluée. Nous étions d'accord finalement sur les choses les plus importantes, c'est-à-dire sur la situation de la femme actuelle, mais malgré cela, le débat était insupportable et nous ne pouvions pas nous entendre. Et nous étions d'accord sur les points de vue formels, parce que comme je lui disais, comme j'ai toujours tenté de le dire aux féministes et aux autres, si être féministe consiste à ne pas vouloir que les femmes se fassent agresser dans la rue, ou agresser tout court d'ailleurs, que les femmes puissent choisir le travail qu'elles souhaitent faire et être libres comme l'est n'importe quel individu en Occident, si c'est ça être féministe, alors je suis féministe, je suis navré de vous le dire. Et d'ailleurs, la société occidentale est déjà totalement féministe puisque tous ces droits sont inscrits dans nos lois, ce qui n'est pas le cas d'autres parties du monde. Mais comme je vous disais, malgré ces accords de principe, le débat a été intenable et insupportable pour moi. Pour une raison très simple en fait, c'est que tous ces raisonnements qui auraient dû nous conduire à nous rassembler étaient biaisés dès la base, dès l'origine, à cause de postulats historiques, c'est-à-dire d'une vision de l'histoire qu'elle avait, totalement fausse, totalement même complètement hallucinante, vision de l'histoire qui est pourtant celle, dans sa version manichéenne et stupide, qui est la plus infusée partout en Occident.
Or précisément quand vous commencez à raisonner sur un récit à partir d'un récit historique qui est faux, qui est biaisé, qui est complètement tronqué, eh bien toutes les idées que vous allez ensuite développer suite à ce récit historique, suite à ces postulats, eh bien toutes ces idées seront nécessairement fausses et tronquées elles aussi. Et c'est là tout le problème des progressistes et parmi les progressistes des féministes actuels. Donc la vision historique, les connaissances historiques qu'ont la plupart du temps les féministes et les progressistes consistent, comme je vous le disais, en un manichéisme temporel extrêmement simpliste qui fait que le passé est un bloc monolithique, qu'il est le mal absolu dans lequel les femmes sont invariablement victimes, oppressées, malheureuses et tout ce que vous voulez, oppressées bien sûr par des hommes méchants, terribles qui ont construit toute une société patriarcale en vue de perpétuer leur domination qui est illégitime et usurpatrice. Et puis à côté de ça, à côté de ce passé absolument horrible qui est le mal d'un point de vue monolithique, qui est de façon invariable le mal, eh bien il y a le présent c'est-à-dire elle, il y a le présent des femmes libérées, émancipées, combattantes qui se sont libérées, qui se sont émancipées de tout ce mal justement passé. Donc il y a cette dichotomie très nette entre un passé horrible et un présent bien grâce à elles, bien sûr, car elles sont évidemment, en vertu de cette vision de l'histoire, bien meilleures que leurs ancêtres. Car ne vous y trompez pas d'ailleurs, en fait, cette vision-là historique, cette vision extrêmement manichéenne, est une façon de se regarder dans un miroir progressiste qui fait de soi toujours quelqu'un de magnifique comparé aux caricatures que doivent être nos ancêtres. Si nos ancêtres sont effectivement des gens qui ont été stupides parce que soumis, esclavagisés et tout ce que vous voulez, alors nous sommes toujours bien plus beaux qu'eux, dans le miroir déformant du progressisme. Et donc ce progressisme-là, cette vision manichéenne de l'histoire est issue d'une vanité extraordinaire du post-moderne, vanité qui se nourrit en permanence des caricatures toujours faites de l'histoire. Car lorsque l'on a une vision inverse de l'histoire et que l'on s'aperçoit que nos ancêtres avaient énormément de valeur et que peut-être même en avaient-ils plus encore que nous aujourd'hui, eh bien lorsqu'on a cette vision de l'histoire, eh bien elle nous conduit au contraire à avoir beaucoup plus de modestie et de retenue sur nos idées et nos sentiments actuels, et pire encore pour le postmoderne, avoir cette vision de l'histoire, eh bien nous entraîne à avoir une certaine exigence vis-à-vis de nous-mêmes, et ça évidemment le postmoderne déteste absolument une chose pareille. Mais le problème avec la vision historique totalement biaisée qu'elles peuvent avoir, c'est-à-dire l'inculture absolue qu'elles ont de l'histoire en la voyant tel un bloc monolithique, le problème avec tout ça c'est que si cette vision historique est véridique, si elle est vraie, si elle est rationnelle, si elle est juste, eh bien alors tous les discours que les post-féministes, c'est-à-dire les féministes actuelles tiennent actuellement sont vrais. Nous sommes obligés d'être en accord avec ces discours. Non, sérieusement, si vous réfléchissez bien, si un homme a été jeté toute sa vie durant de façon injuste en prison et qu'il s'est libéré soudainement et subitement il y a peu, alors cet homme a tout à fait raison de penser toujours en termes de libération, d'émancipation et d'oppresseur. Cet homme aurait aussi tout à fait raison de vouloir supprimer la prison et tout ce qui rappelle en lui cette odieuse prison, de la même manière que les post-féminismes actuels veulent déconstruire la société occidentale parce que la société occidentale a toujours été pour elle cette prison dans laquelle les femmes de tout temps ont été injustement et horriblement enfermées. Et franchement, cet individu qui a été jeté en prison toute sa vie de façon si indue et injuste a bien raison aussi, franchement, de détester ces geôliers, ou sinon de les détester, au moins d'être extrêmement méfiant vis-à-vis d'eux. Et ce n'est pas si grave si parfois il les traite de trash, de toxiques, de pigs, de cochons, de tout ce que vous voulez. Il a presque raison. C'est presque légitime et normal qu'il en veuille autant à ces geôliers. Eh bien, c'est la même chose avec la vision féministe actuelle. Si effectivement l'histoire est de manière absolue quelque chose d'horrible pour les femmes, elles ont tout à fait raison de détester les geôliers qui ont été ces hommes qui de tout le temps les ont oppressés. Mais le problème justement, c'est que cette vision historique-là, cette connaissance de l'histoire n'est pas seulement juste partielle, elle est complètement fausse et stupide. Premièrement, l'histoire n'est pas un bloc monolithique comme ça, dans lequel on peut dire, dans l'époque c'était toujours comme ça. L'histoire c'est tout l'inverse, c'est d'abord l'espace infini des expériences humaines qui recouvre alors une myriade de comportements et de mentalités différents. La condition de la femme et même la condition de l'homme n'est pas du tout la même en fonction des pays, en fonction des civilisations,
civilisations, en fonction des siècles, en fonction des classes sociales, en fonction de plein de facteurs. Il n'y a franchement aucun rapport, par exemple, dans la grande Grèce classique du 5e siècle avant Jésus-Christ, entre une femme d'Athènes qui est plutôt reléguée dans les gynécées et une femme de Sparte qui régente plutôt la cité. De la même manière qu'il n'y a aucun rapport même à Athènes même, entre Aspasie, la femme philosophe et maîtresse de Périclès, et la domestique qui lui refait sa coiffe tous les matins. Il n'y a pas non plus de rapport entre une femme, je continue les exemples comme ça, entre une femme manœuvre du 16e siècle, car il y en avait beaucoup, enseignez-vous, qui travaillaient dans le bâtiment, et une aristocrate de la même époque qui donne des ordres à plein de valets, dont la plupart sont des hommes d'ailleurs. Il n'y a pas de rapport non plus entre la sexualité, par exemple, du 19e siècle, qui est une sexualité plutôt austère, tant à la fois pour les femmes que pour les hommes, contrairement à ce qu'on raconte, à ce qu'elle raconte, et la sexualité du 18e siècle, par exemple, qui est beaucoup plus libertine. Et même au 18e siècle, il n'y a pas de rapport entre la sexualité de la cour de Paris, qui est plutôt libertine, et la sexualité de la cour espagnole, qui est plutôt puritaine à l'Escurial. Voilà, par exemple. Bref, quand on fait de l'histoire et qu'on s'intéresse véritablement à l'histoire des civilisations et des individus qui ont fait ces civilisations, on s'aperçoit qu'on ne peut pas dire, sauf à mentir, avant c'était comme ça, les femmes étaient comme ci, les femmes faisaient ça, les femmes étaient obligées de ceci ou de cela. C'est faux. Rien que de lire, par exemple, l'histoire des femmes de Maurice Bardèche, il y en a d'autres histoires des femmes, je ne l'ai pas encore fini celui-là, mais je le ferai car c'est passionnant. Rien que de lire une véritable histoire des femmes montre que les simplifications historiques que les post-féministes font en permanence sont complètement débiles. Deuxièmement, en fait, je me suis aperçu très souvent en discutant avec les féministes que lorsqu'elles pensent à l'histoire, sans le savoir, elles ne pensent en réalité qu'au 19e siècle. Sans le savoir, bien sûr. Pour elles, l'histoire se résume à une période très réduite qui est essentiellement basée dans le 19e siècle. Donc en fait, il faut savoir que lorsqu'elles disent « avant les femmes pouvaient pas travailler, avant les femmes étaient sous la tutelle de l'homme, avant les femmes n'avaient pas de compte en banque, avant les femmes ceci ou cela », en fait, dans leur esprit, il n'y a qu'un siècle, c'est le 19e siècle. Parce que tout le reste, elles ne le connaissent pas. Et il est vrai que le 19e siècle est un siècle plutôt difficile pour les femmes et que c'est un siècle assez patriarcal. Mais maintenant, quand on remet les choses dans leur contexte, eh bien, ça nous permet de voir les choses de façon totalement différente, ou en tout cas de complexifier assez la problématique pour ne pas avoir une vision aussi débile que la vision bien mal des progressistes et des post-féministes. Quand les femmes, pensant au 19e siècle et au début du 20e, parce que c'est un peu la même chose, disent « avant les femmes ne pouvaient pas travailler » par exemple, eh bien, c'est quelque chose de totalement stupide si vous vous intéressez aux conditions de travail du 19e siècle. Jamais, lorsqu'elles pensent à ce 19e siècle, elles ne pensent ou elles ne disent que ce 19e siècle était précisément le siècle de la révolution industrielle qui a fait en sorte que la plupart des travaux salariés qu'elles réclament aujourd'hui et qu'elles disent n'avoir pas eu accès à l'époque, eh bien, la plupart de ces travaux salariés étaient des travaux dans des industries très lourdes ou dans des mines, c'est-à-dire des travaux qui imposaient des rythmes absolument horriblissimes et qui nécessitaient une extraordinaire force de travail, force physique de travail. Il semble que la plupart des post-féministes qui sont en fait des citadines qui n'ont jamais connu autre chose que le Starbucks et je ne sais quoi, il semble qu'elles ne réfléchissent jamais au fait qu'à l'époque le travail c'était pas être dans un open space, pianoter son iPhone ou son iPad et faire des brainstorming autour de la machine à café. Le travail n'était pas du tout comme cela à l'époque. Faut-il rappeler que le travail n'était pas cool à l'époque, C'était un travail qui coûtait la vie à beaucoup de gens, qui a fait terriblement baisser l'espérance de vie des hommes comparé à celui des femmes. C'était un travail que les femmes, si elles le pouvaient, car parfois elles ne le pouvaient pas et étaient obligées, comme ce fut le cas à la Première Guerre mondiale, c'est un travail que les femmes ne voulaient pas faire. Et si on pouvait échapper à ce type de travail, hommes comme femmes, y échapper avec grand plaisir. Le temps de la propagande sur le travail que nous connaissons actuellement, qui est de dire que travailler est la chose la plus extraordinaire au monde, ce temps-là n'était pas arrivé parce que le travail était extrêmement difficile à l'époque. Et les femmes qui ont toujours travaillé, et qui travaillaient d'ailleurs à cette époque y compris, faisaient d'autres travaux. C'est ce que montre par exemple très bien Christopher Lasch dans son livre « Les femmes et la vie ordinaire », montrant que les femmes ont toujours travaillé et qu'à cette époque même, eh bien, elles travaillaient dans bien d'autres secteurs qui certes n'étaient pas des secteurs salariés parce que nous n'étions pas encore entrés dans une économie tertiaire, mais qui étaient des secteurs qui étaient extrêmement valorisés par la communauté. Et se sentant valorisées, elles ne cherchaient pas à s'émanciper particulièrement des hommes parce qu'elles étaient valorisées dans ce qu'elles faisaient et elles voyaient leur homme rentrer tous les soirs tellement exténué et tellement mort qu'elles
n'avaient pas forcément envie de prendre leur place. Et comme je l'ai déjà dit dans ma conférence sur le masculinisme et le féminisme, eh bien c'est le cas par exemple de mon arrière-grand-père qui était travailleur dans les mines et qui est mort à la Première Guerre mondiale. Alors que mon arrière-grand-mère, elle, a vécu une longue vie, ne travaillait pas certes, et était au service effectivement de cet homme qui bossait peut-être 12 heures par jour ou plus dans les mines. Et je crois pas, je suis pas allé interviewer mon arrière-grand-mère, mais évidemment, mais je ne pense pas que si elle avait pu échanger sa place, elle aurait échangé sa place avec cet homme qui travaillait comme un fou pour pouvoir nourrir son foyer et qui est mort très jeune à la guerre alors qu'elle s'est remariée par la suite et a eu une longue vie, tant mieux pour elle. Donc quand on essaie de comprendre l'histoire plutôt que de la juger, qu'on remet ces choses-là dans leur contexte et qu'on essaye de saisir un petit peu les conditions socio-économiques de l'époque, on comprend dès lors pourquoi les droits politiques qui se sont développés avec le développement de la démocratie au XIXe siècle sont d'abord arrivés aux mains des hommes qui participaient plus pleinement à l'appareil productif et qui en payaient le prix. Et après, petit à petit, quand les conditions socio-économiques ont changé, quand l'appareil de production lui-même et l'appareil économique du marché du travail a changé grâce aux découvertes technologiques, souvent le fruit d'hommes, pas seulement, mais pour beaucoup, eh bien, lorsque la société a pu évoluer et passer du secteur secondaire d'un point de vue industriel, d'un point de vue économique, à un secteur tertiaire, qui demandait bien moins de force physique pour y travailler, eh bien, les femmes se sont fait petit à petit leur place dans le marché du travail, et ont acquis petit à petit tous les droits afférents, tous les droits liés à leur participation à la machine économique. Et donc tout le mythe post-féministe autour du « nous les femmes avons arraché de haute lutte ce droit au travail contre de méchants hommes qui ne voulaient pas que l'on travaille » est un mythe, est quelque chose d'absolument faux et totalement débile. Les femmes purent travailler quand les conditions socio-économiques leur permettaient de travailler et elles ont acquis les droits politiques qui sont liés à cette production, à cette participation à la machine économique, elles les ont acquis avec le temps. Voilà, c'est tout. Et ça n'a rien à voir avec les luttes mythifiées des combats féministes. Alors bien sûr, elles pourraient marguer, ces féministes, que ça ne s'est pas fait tout de suite, qu'il y a eu des temps de latence, des temps d'adaptation, des temps de résistance même, et sans doute, et on peut les déplorer, mais en fait, quand vous regardez l'histoire de l'Occident, vous vous apercevez que les évolutions techniques, les évolutions technologiques qui ont permis de faire changer justement la machine économique, eh bien, ont débouché assez rapidement à l'échelle historique sur les droits afférents. Donc en fait, effectivement, il y a eu quelques dizaines d'années que l'on peut regretter entre des évolutions socio-économiques et des droits politiques donnés à ceux qui participaient à cette machine productive, effectivement, on peut le regretter. Mais quand on regarde, et surtout quand on se compare aux autres civilisations, on s'aperçoit que l'Occident a toujours été en fait plutôt rapide pour donner les droits afférents à la participation à la machine économique. Donc voilà encore une fois à quoi nous mène l'analyse et l'étude de l'histoire. Ça nous permet de détruire tous les mythes et toutes les bêtises que l'on entend en permanence et qui malheureusement, d'autant de mythes qui sont inscrits aujourd'hui dans les cervelles, les petites cervelles des petits occidentaux progressistes qui parfois et très souvent de bonne foi bêlent ces discours-là sans jamais y avoir réfléchi. Et alors ensuite, ce que j'aimerais vous dire et qui j'espère, si vous êtes une féministe et en train de regarder cette vidéo, qui pourra peut-être emporter votre adhésion, je l'espère, c'est que j'aimerais que vous vous rendiez compte à quel point le discours des post-féministes militantes ou de ce discours féministe que vous entendez de partout, que ce discours-là est en vérité totalement misogyne. Regardez, si je vous dis les femmes sont des grosses connes qui n'ont jamais participé à l'histoire, qui n'ont jamais rien fait, jamais rien produit et qui ont été que des grosses soumises parce que c'est des soumises de toute façon et donc elles ne sont pour rien dans la création de la culture occidentale puisqu'elles, encore une fois, elles n'y ont été que victimes et que ce sont des soumises et donc des connes. Si je vous dis ça, eh bien vous auriez tous les droits de me traiter de misogyne absolue. Et je suis sûr que c'est la première chose que vous penseriez face à un tel discours. Face à moi, vous diriez « Regardez comme Julien Rochely est misogyne ». Et vous auriez raison. Mais en fait, ce discours-là est exactement celui que les post-féministes vous tiennent à longueur de journée, simplement il est dit avec d'autres mots. Quand elles vous disent, vous mesdames, que vous avez toujours, de tout temps, été d'éternelles victimes, qu'il n'y êtes pour rien dans la création de la société occidentale, puisque cette société occidentale précisément est de manière systémique, quelque chose qui a été fabriqué pour perpétuer la domination des hommes et donc contre vous, eh bien elles vous disent au choix que vous êtes soit des grosses connes d'avoir participé à cette société-là, ou d'avoir été des grosses soumises. Et c'est précisément, excusez-moi, mais le discours des masculinistes. Vous êtes des connes peu créatrices ou vous êtes soumises. Eh bien, ce discours-là, avec d'autres mots fleuris,
pour vous arnaquer sont exactement les mots des post-féministes. Et maintenant, regardez où est le comique de l'histoire. Moi, qui est perçu comme étant misogyne, masculiniste et tout ce que vous voulez, enfin absolument n'importe quoi, eh bien, moi qui dis précisément que les femmes ont toujours participé à l'histoire et ont fait énormément de choses dans l'histoire, moi qui dis qu'elles y sont pour beaucoup dans la création de la culture, pas qu'occidentale, de toutes les cultures humaines, parce que notamment elles sont extrêmement importantes et fondamentales dans tout ce qui est lié à la transmission, moi qui dis qu'il y a eu un paquet de grandes femmes qui ont participé à bien des choses dans tous les domaines, dans l'art, la culture, la littérature, la politique, même tout ce que vous voulez dans tous les domaines importants, moi qui le dis et qui cherche plutôt à mettre en valeur ces femmes pour détruire le discours post-féministe, eh bien moi qui dis tout cela, eh bien c'est moi le misogyne et c'est pas les post-féministes qui me combattent, qui elles vous font passer, vous mesdames, pour d'éternelles victimes de grosses connes qui ont toujours servi à rien dans l'histoire. Et en fait, elles arrivent à me faire passer pour le misogyne précisément parce que je détruis leur narration, je détruis leur narrative, comme on dit en anglais, c'est-à-dire tout le récit complètement biaisé, tronqué et faux, grâce auquel elles arrivent à avoir tout leur discours sur l'oppression, l'émancipation et ainsi de suite pour arnaquer, au service d'intérêts politiques d'ailleurs qui ne sont pas du tout les intérêts pour les femmes, les intérêts des femmes, et au service d'un nihilisme qui est la véritable chose systémique en Occident. Alors moi je suis effectivement un oppresso-sceptique, et je dis quand je regarde l'histoire, à travers les vicissitudes de l'histoire, ce que je dis et ce que j'y découvre, c'est que les hommes et les femmes de tout temps ont essayé essentiellement de survivre à travers 1000 guerres, famines, choses horribles qu'ils ont dû traverser et qu'ils ont dû traverser en commun, cherchant très souvent, assez régulièrement, des complémentarités entre eux qui permettaient à eux deux de survivre et de se développer, et ainsi que leur progéniture. Voilà ce que l'histoire nous montre. Alors, évidemment, ça n'a jamais été parfait. L'histoire n'est jamais parfaite et vous n'aurez jamais la perfection, y compris dans votre futur fantasmé. La perfection n'est pas de ce monde, malheureusement. Et il y eut effectivement des scories dans cette histoire. Il y eut bien sûr des moments où les hommes furent injustes. Il y eut bien sûr des moments où les inégalités furent trop évidentes et trop terribles pour les uns ou pour les autres, bien entendu. Mais d'une manière générale, l'étude de l'histoire nous permet de nous sortir de cette vision débile, simplifiée, simplificatrice, cette vision manichéenne qui, encore une fois, pourrit les esprits occidentaux. Enfin voilà pourquoi, mes amis, je ne débattrai plus avec les post-féministes, avec les féministes actuelles. De toute façon, elles ne cherchent pas trop à débattre avec moi en règle générale parce qu'elles se prennent souvent des fessées. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, les post-féministes, les féministes actuelles, comme beaucoup d'occidentaux progressistes d'ailleurs, sont victimes de ce que l'on appelle la confabulation, c'est-à-dire un trouble de la mémoire qui se manifeste par une compensation fabulatrice. En gros, moins on connaît l'histoire, plus on construit des récits totalement fantasmagoriques, fantasmés, au service d'intérêts qui ne sont encore une fois pas ceux ni des femmes, ni des hommes, ni de quiconque, et qui entraînent toute la société occidentale vers le nihilisme le plus absolu.